Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 4 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Patricia Alémonière à vos côtés. Patricia, grand reporter et autrice du livre qui vient de paraître Au cœur du chaos. Bonsoir à vous également Patricia. Jean-Christophe Ploquin est également avec nous, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. La une d'ailleurs, Jean-Christophe, de ce vendredi est consacrée au dérèglement climatique. Et la une de l'Hebdo, cette fois, elle est dédiée au phénomène Taylor Swift, dont on aura l'occasion d'ailleurs de reparler notamment la semaine prochaine. Et puis également avec nous ce soir, Éric Truand, dessinateur de presse et membre du réseau Cartooning for Peace. Bonsoir à tous les quatre et merci encore d'être avec nous ce soir. Au sommaire de cette semaine dans le monde, toujours pas de nouvelles d'une éventuelle trêve à Gaza. En attendant, la mobilisation des étudiants pro-palestiniens se poursuit et s'étend sur les campus américains. Ici en France, mobilisation aussi à Sciences Po Paris où les forces de l'ordre sont intervenues ce matin. Visite cette semaine du président congolais Félix Tshisekedi à Paris. Il a été question de la situation dans le Nord Kivu. Emmanuel Macron a haussé le ton contre le Rwanda voisin, accusé de soutenir la rébellion du M23. Autre actualité africaine oubliée, la guerre au Soudan, à l'origine de la plus grave crise humanitaire au monde. La ville soudanaise d'El Fasher, capitale de la région du Darfour Nord, pourrait être la cible, je cite, d'un massacre à grande échelle, ont averti cette semaine les États-Unis. Et puis 3 semaines maintenant de manifestations pro-Union européenne en Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes devant le Parlement pour protester contre le projet de loi controversé dit sur l'influence étrangère. Adopté d'ailleurs en 2e lecture cette semaine, une 3e lecture est prévue. On fera le point sur cette loi dans quelques minutes. Et on commence donc par ce premier thème d'une semaine dans le monde ce soir, la situation au Proche-Orient et ces manifestations qui se poursuivent sur les campus alors que, je vous le disais, la conclusion d'une trêve éventuelle se fait toujours attendre au Proche-Orient. La mobilisation sur les campus américains continue de s'étendre. Depuis le 17 avril, une quarantaine d'universités sont concernées, des blocages, des sit-ins qui ont donné lieu à des interventions des forces de l'ordre. Plus de 2000 personnes interpellées depuis cette date. Mobilisation aussi ici en France, plusieurs sites touchés dans plusieurs villes, à commencer par Sciences Po Paris. Un sit-in y était d'ailleurs organisé aujourd'hui au sein de l'établissement et les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des dizaines d'étudiants. Et puis vous le voyez, un rassemblement a aussi eu lieu tout à l'heure devant le Panthéon. On va écouter d'ailleurs une étudiante qui était sur place au micro de Julien Sauvagé. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfin, ce slogan, il n'est pas vide de sens, quoi. Et en plus, qui criminalise toute solidarité avec la Palestine, c'est encore plus dégueulasse, quoi. Enfin, il y a quelque chose de... que ça cesse, quoi. Et moi, je pense que cette mobilisation, elle peut permettre de faire pression aussi sur le gouvernement. Et c'est ce qu'on espère, en fait. C'est que le gouvernement, il prenne position contre cette guerre. On continue de se mobiliser. Si ça passe par les blocages, ça passera par les blocages. Et en tout cas, je pense que c'est un des moyens pour essayer de continuer à mobiliser le plus d'étudiants autour de nous. Alors avant de revenir sur cette extension de la mobilisation, Ziad, ici en France, le point de départ, donc on en parle depuis maintenant des semaines, ce sont les campus américains, point d'origine d'ailleurs Columbia. Une quarantaine d'universités sont maintenant concernées, avec là aussi les forces de l'ordre qui sont intervenues de manière assez musclée cette semaine. Et les étudiants appellent donc à un cessez-le-feu. Ils appellent aussi ces universités à cesser leur partenariat, notamment avec des universités israéliennes. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal alors que certaines de ces universités, justement, sont des sortes de fiefs de contestation du gouvernement Netanyahou ? Oui, alors est-ce que tous les manifestants rentrent dans toutes les subtilités du conflit ? C'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une génération de jeunes Américains, mais aussi on voit en France de jeunes Français. Alors c'est étonnant parce que ça bouge pas partout en Europe, ça bouge spécifiquement entre la France et les États-Unis. Et un peu l'Australie aussi. Un petit peu l'Australie, qui ont pris le dossier palestinien comme un dossier générationnel. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que ça devient une cause de gens qui ont 30 ou 40 ans de moins que nous, qui voient le monde tel qu'il est, qui pensent que la question palestinienne est une question coloniale, qui pensent qu'il faut faire la différence entre Israël et le monde juif, sur un point sur lequel on pourrait d'ailleurs être d'accord, et qui ont décidé de militer, et ils vont loin, puisqu'ils ne cèdent pas, ils se sont fait tabasser aux États-Unis. Je veux dire, les images sont très impressionnantes. C'est quand même ce qu'ils appellent des riot cops qui sont rentrés. Et pour ceux qui les connaissent ou qui ont eu à les approcher, c'est pas des gens très gais. Et je pense que tout ça, ça souligne quand même. Et puis, c'est aussi
un point qui m'a frappé, j'ai entendu un professeur qui était à Columbia qui parlait d'une jeunesse, d'une population différente. Alors, c'est métissée, de fonds religieux très différents, très multiples, une partie de migrants, une partie d'Américains de nouvelle génération. Donc, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire il y a des Juifs aussi. Il y a des Juifs libéraux qui ont pris parti pour ce mouvement. Donc, c'est quelque chose de beaucoup D'autres, plus... en revanche, sont pris pour Oui, cible. Hein. On ça, va aussi en parler. ça arrive. Je veux dire, dans ces manifestations, on ne va pas être naïf. Il y a aussi une part d'antisémitisme, il y a une part de confusion entre un étudiant juif et un soldat israélien. Tout ça est tout à fait regrettable, mais il ne faut pas perdre le côté de fond. Et puis, comme on l'a dit ici sur ce plateau, c'est la première fois historiquement que la question palestinienne ressort dans les campus, dans les cercles intellectuels, et en particulier aux États-Unis, où ça a été toujours une non-discussion. Et ça, c'est très impressionnant. Certains font aussi le parallèle avec, Patricia, les révoltes estudiantines, notamment des années 60, 70, lors de la guerre du Vietnam aussi, un peu plus tard, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Est-ce que cette comparaison est pertinente ? Elle ne l'est pas parce qu'on ne va pas on va pas faire une comparaison entre Sinouar et Mandela, par exemple. Vous voyez, c'est des réalités qui sont différentes. Ce qui est similaire, c'est qu'on a une opposition dans tous ces cas-là à des autorités, à des gouvernements, à un gouvernement, là, en l'occurrence, qui est supposé être dans le camp du mal, en quelque sorte. C'est-à-dire que Joe Biden, eh bien, effectivement, et de par son attachement, en plus, au peuple juif, et de par la politique suivie par le gouvernement de livraison d'armes, eh bien, aux yeux de ses étudiants, il se range dans le camp, on peut discuter du mot, mais dans le camp du mal. Comme avant, d'autres jugeaient que la politique vis-à-vis de l'Afrique du Sud, eh bien, c'était le gouvernement, effectivement, américain qui soutenait le régime de l'apartheid. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas complètement le même rapport, d'autant qu'il y a des associations juives qui font partie de ce mouvement aux États-Unis. Ils sont très nombreux et plutôt bien représentés. Enfin, je veux dire, donc je pense que c'est une révolte en fait contre. En fait, ça va au-delà du conflit et au-delà des atrocités qui se passent à Gaza. Je crois que c'est une révolte qui est beaucoup plus profonde et c'est en ça qu'elle est inquiétante pour les gouvernants parce que elle va dans une remise en cause profonde d'un système néolibéral qui, en fait, est aujourd'hui impuissant à régler les grands conflits de ce monde. Et Jean-Christophe, on sent Joe Biden, d'ailleurs, plus qu'embarrassé. Enfin, il a été, en quelque sorte, contraint de prendre la parole hier, en essayant aussi de ménager la chèvre et le chou, pressé par son aile gauche et aussi par les républicains qui lui reprochent son laxisme. Oui, parce que la position de Joe Biden est quand même d'abord d'un soutien à Israël. Enfin, on sait que militairement, Israël aurait été contraint depuis très longtemps d'arrêter son offensive sur la bande de Gaza s'il n'y avait pas eu un soutien militaire massif en munitions et en missiles et d'autres façons. Évidemment, la 7e flotte aussi est déployée, etc. Donc, énormément de soutien militaire d'Israël et ça, c'est le choix de Joe Biden. En même temps, Joe Biden, depuis plusieurs semaines, appelle aussi Israël à ne pas attaquer Rafah, à limiter, à empêcher le fait que la famine s'installe et qu'il y ait des morts de faim dans la bande de Gaza. Donc Joe Biden lui-même joue un petit peu il est pris dans un niveau de contrainte entre une alliance indéfectible envers Israël et parce que aussi derrière, c'est la lutte entre finalement la suprématie au Moyen-Orient qui se joue. C'est si Israël est mis un peu sur le recul, si Israël est mis en difficulté, qui en profite? C'est l'Iran. Et ça, hors de question pour les États-Unis. Donc, le choix militaire américain est très clair, le choix diplomatique aussi. Et ensuite, donc, il y a ce bilan désastreux, catastrophique, dû à la politique militaire menée par Israël, qui visiblement n'a pas cherché à épargner la population pour essayer d'atteindre son objectif de détruire le Hamas. Et donc, Joe Biden qui est obligé d'essayer de retenir et qui
il arrive peut-être depuis quelques jours de retenir Benjamin Netanyahu de lancer cette offensive sur Rafah. Et sur la scène politique intérieure, c'est ce que vous décriviez, il a effectivement une aile gauche, et une aile gauche notamment chez les jeunes démocrates, qui est finalement extrêmement sensible aujourd'hui à l'enjeu palestinien. Et je pense qu'il y a à la fois beaucoup d'émotions. Moi, ça m'a frappé dans le témoignage qu'on a vu tout à l'heure, la jeune fille qui s'exprimait devant le Panthéon. On sentait que c'était d'abord de l'émotion, sa présence. Et puis, il y a évidemment une lecture aussi du monde qui, pour certains, va être post-coloniale, qui va être anti-impérialiste. Donc, il y a aussi évidemment de l'idéologie de la part d'un certain nombre de ces manifestants. On va manquer de temps pour les autres thèmes. Peut-être, Éric, le regard des dessinateurs de presse sur cette mobilisation étudiante. Alors, les dessinateurs ont été inspirés. J'en ai 3 pour vous ici. Un Américain, d'abord, du dessinateur américain Clay Jones, qui s'est permis justement cette comparaison impertinente dont on parlait il y a quelques minutes. Vous voyez ici ce qui semble être un campus américain, ce qui semble être un campus bloqué avec des tentes, et 2 doyens ou 2 officiels, dont le premier dit à l'autre, on va devoir faire intervenir une réponse militarisée pour en finir avec ces protestes. Et le second qui lui répond, au pire, qu'est-ce qui peut arriver de toute façon? Donc là, c'est un écho très direct à ce qui s'est passé en mai 70, à l'université du Kent, où vous vous rappelez peut-être, 4 étudiants avaient trouvé la mort. Alors eux manifestaient contre l'invasion du Cambodge, mais avaient relancé toutes les protestations contre l'invasion du Vietnam, enfin, contre la guerre au Vietnam. Alors vous voyez que ce premier dessin commence à s'approprier un des symboles forts du mouvement étudiant, qui sont les tentes. Autre mouvement, un peu moins clair, est celui des mains rouges, qu'on va voir dans le second dessin, qui est un dessin français du dessinateur Urbs, qu'on ne présente plus, où on voit des étudiants devant ce qui semble être la Sorbonne ou Sciences Po. Main rouge à Sciences Po, le symbole qui pose question. Ça n'attache pas au moins les fringues. Et là, effectivement, Urbs, alors je ne sais pas si c'est son intention, mais il montre un petit peu ce côté candide, alors passionné, émotionnel, mais candide aussi des étudiants. Alors candide jusqu'à quel point? Et c'est ce que le 3e dessin essaie de montrer, candidement également, un dessin que j'ai réalisé, où j'essaie de montrer, je ne sais pas si le dessin apparaît à l'écran, la politisation, la manipulation, la polarisation qui fait que tout le monde y va de sa petite phrase, son petite qualification, et les choses effectivement continuent à se polariser à la fois en politique, dans la campagne et sur les campus. Merci beaucoup, Éric. Autre thème d'une semaine dans le monde ce soir, Félix Tshisekedi, reçu cette semaine par Emmanuel Macron à Paris. À l'agenda des discussions, la question de la sécurité dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi réclame des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de sanctions, mais a appelé pour la première fois le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles. On l'écoute. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Un point d'abord, Ziad, sur la rébellion du M23. On va voir d'ailleurs la présence de cette rébellion dans l'Est de la RDC. Une rébellion apparue donc, il y a 10 ans, qui a repris entre guillemets du poil de la bête il y a 2 ans, c'est ça, quand les relations se sont tendues entre Kinshasa et Kigali? Oui, enfin, l'histoire est très complexe parce que ça nous ramène aux guerres du Congo, et sans en faire tout l'historique. Mais donc, c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire que, en fait, il y a la volonté rwandaise probablement de neutraliser une partie de sa frontière avec le Congo, pour une raison stratégique qui serait d'éviter le retour de forces pro-Hutus ou d'anciens rebelles Hutus, d'anciens génocidaires, etc.
et peut-être pour des raisons un petit peu moins nobles, qui seraient peut-être un petit peu de maximisation économique des richesses du sous-sol congolais. Donc il y a toujours ces chiffres très impressionnants de l'exportation d'or ou de platine au Rwanda. Bon, voilà. Bon, ça c'est la carte générale. Ce qui a changé, d'abord la faiblesse militaire de la RDC. C'est quand même un pays c'était un immense pays, je ne sais plus, il y a 3-4 fuseaux horaires, bientôt 100 millions d'habitants, posé à côté d'un petit Rwanda. Donc on voit à quel point les capacités de sécurité militaire congolaises sont fragiles. Mais alors pourquoi ils n'arrivent pas à les refouler? Ce qui a changé, oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que militairement, ils n'ont pas les troupes, ils n'ont pas les moyens. Goma est encerclé aujourd'hui pratiquement, ce qui serait une catastrophe pour le président Tshisekedi. Mais sur le plan diplomatique, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'il mène une campagne diplomatique extrêmement agressive qui finit peut-être par créer un changement de l'opinion, et en particulier en Occident. C'est-à-dire que maintenant, le discours occidental sur le Rwanda a évolué sur le Congo. C'est-à-dire on est en train de dire à Kagame, il faut trouver une solution. On ne peut pas rester dans cet état de guerre semi-permanente sur cette frontière. Donc ça a évolué, et la décision de Macron, la déclaration du président Macron est assez forte. Elle vient dans un contexte très particulier aussi, les 30 ans du génocide. 30 ans du génocide. Pour autant, oui, mais on vient d'une tentative de renouer avec le Rwanda. Il y a les 30 ans du génocide cette année qui créent quand même un rapport à l'histoire et aux victimes de ce génocide. Et il y a la pression du Congo, mais tout ça, comme je le disais il y a 5 minutes, ça rentre dans un continuum historique qui date de ce qu'on a appelé les grandes guerres du Congo. La France donc hausse le ton contre le Rwanda. Est-ce qu'elle peut faire office de médiatrice dans cette crise? Et d'ailleurs, où en sont les tentatives de médiation? Moi, je ne crois pas que la France puisse jouer un grand rôle. Enfin, la France, évidemment, est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle joue un rôle. Elle peut jouer un rôle, comme l'a fait le président Macron, finalement, de hausser le ton, comme vient de dire Ziad également. Je pense que c'est d'abord une présence, finalement, une pression sur le terrain qui doit s'exercer. Et pour le moment, on ne voit pas de force française, ni même européenne, aller sur le terrain. Une situation d'autant plus dramatique que la MONUSCO, les casques bleus se sont retirés cette semaine, avec des conséquences potentiellement dramatiques. Exactement, c'est l'ONU qui se retire. Et donc, pour le moment, on ne voit pas il y a effectivement des forces de pays est-africains qui sont plus ou moins engagés près de la frontière, mais on voit bien que c'est d'abord un face-à-face finalement entre le M23 et puis les forces armées congolaises qui sont effectivement très faibles. Depuis quelques semaines, il y a des condamnations à mort qui sont décidées par le gouvernement de Kinshasa contre des militaires qui sont accusés d'avoir pas assez bien combattu. Enfin, la situation militaire sur le terrain est extrêmement confuse. Donc pour le moment, on est plutôt dans d'autant qu'il y a nombre d'autres groupes armés aussi. Il n'y a pas que le M23, il y a aussi des violences intra-communautaires qui se juxtaposent à ce face-à-face. Dans cette région-là, il y a plus de 100 groupes armés. Et d'ailleurs, le gouvernement ayant... Enfin, moi, c'est une région que je connais, j'y suis allée. C'est une région qui est très difficile pour parcourir, pour avancer. Il n'y a pas de route. Enfin, il y a des pistes. Vous voyez, là, vous les voyez à l'image. Enfin, c'est donc une région où, pour faire des offensives militaires, il faut effectivement des drones, par exemple. Et là, le gouvernement Tshisekedi en a reçu certains, 3 ou 4. Il en a plus, ils sont au sol. Enfin, bref, donc, parce que le M23 a des missiles. Donc, il lui en faut plus, il en commande, mais c'est surtout le fait qu'ayant une armée aussi faible que ça, il s'est allié avec tous ces volontaires, en quelque sorte, les Wanzalu ou les Wanzaku, je sais plus comment, voilà, qui sont des tueurs. Enfin, c'est des gens qui sont condamnés par la Cour pénale internationale, individuellement. Mais ayant une armée aussi faible que ça, ce sont des tueurs. Et donc, eux, ils vont se frotter au M23, qui est effectivement en partie... totalement armé par le Rwanda. Et parmi les soldats du M23, il y a évidemment des Rwandais. Mais ce qu'on oublie au milieu de tout ça, c'est la population. Enfin, c'est plusieurs millions de morts. Parce qu'on dit 7 200 000 voilà, c'est déplacés, ce que le président Tshisekedi a dit. Un record. C'est ce qu'il a dit, et ça depuis 2000. Mais on peut remonter au Rwanda, au génocide rwandais, puisque c'est la première fois où les réfugiés se sont massés à Goma.
Donc, si vous voulez, c'est une guerre sans fin. Le viol est pratiqué à grande échelle sur les femmes. Les gosses sont employés pour combattre dès 10 ans. Et s'ils ne le font pas, ils sont tués. Enfin, je veux dire, on ne se rend absolument pas compte. Et moi, c'est un conflit qui me met très en colère parce que c'est une mine de richesse. Et pour une raison qui n'est pas que due à la géographie, on a laissé faire. Ziad, effectivement, l'enjeu pour... tous ces groupes armés présents dans la région, ce sont les ressources minières. Oui, sans oublier les éventuelles incursions des différents groupes islamiques qui se toujours trouvent dans les faiblesses des États. Non, on a... Enfin, les gens posent les paramètres, c'est-à-dire dans le discours le discours de Kagame est très clair en termes de paramètres et le discours de Tshisekedi est très clair en termes de paramètres. Tshisekedi dit quittez le Congo et on pourra discuter. Les autres disent non, on peut discuter des problèmes stratégiques, mais on ne quitte pas le Congo. Donc là où je rejoins ce que mes deux collègues ont dit, c'est qu'il y a une démission quand même massive de l'Occident, si ça existe, géostratégiquement sur ce terrain. Les Français font très attention, les Belges ont totalement disparu, les Américains ont disparu un peu. C'est plus leur préoccupation, l'Ukraine, la Palestine, le truc, et puis ça dure depuis tellement longtemps. Ce qui est extrêmement dommage parce que, en fait, l'Afrique a besoin du Congo. D'abord, comme ça occupe le centre de l'Afrique, c'est une clé sécuritaire pour toute l'Afrique de l'Est et pour toute l'Afrique centrale. Deuxièmement, c'est une source potentielle d'énergie et de richesse phénoménale pour toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique centrale, et même jusqu'en Afrique australe. Vous savez, ce fameux barrage Inga qui avait été construit par Mobutu, on en est à la 50e version de Inga 4 et 5 ou 4 et 3 qui ne sort pas du sol, mais si Inga fonctionnait, il y aurait de l'électricité à Johannesburg. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui tous les jours. Donc on voit bien à quel point ce pays est un enjeu, mais comme il est... Depuis Mobutu, il est structurellement un État défaillant, structurellement un État non contrôlé. Alors la corruption, oui c'est bon, comme c'est défaillant, c'est forcément un peu corrompu. Et puis c'est tellement immense, c'est tellement riche que les gens se servent sur le terrain. Mais donc là, l'enjeu de ce président qui a été réélu il n'y a pas longtemps, c'est quand même d'avancer sur la construction de l'État, c'est quand même d'avancer sur la construction d'une force militaire, d'une force de sécurité. Mais c'est vrai, ce que disait Patricia, les gens ne s'imaginent pas, mais Lumumbashi, mais par rapport à Kinshasa, c'est l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il faut prendre des avions, les communications sont très complexes, donc tout ça est difficile. Eric, des dessins sur ce thème ? Un dessin qui nous vient du Burkina Faso, du dessinateur Damien Glaise. On va le voir à l'écran. Voilà, alors Damien semble tirer la chaîne de causalité au-delà du Rwanda jusqu'à l'Ouganda voisin. Oui, on aurait pu en parler aussi. Donc je ne vais pas relancer les débats, mais effectivement, la chaîne de responsabilité de soutien s'étend jusqu'à l'Ouganda, selon Damien. Merci beaucoup, Eric. Autre crise oubliée, autre guerre dont on parle peu, le Soudan, 1 an déjà de guerre civile. Depuis la mi-avril 2023, les forces armées loyales à leur chef, le général Al-Bourhan, et les paramilitaires dissidents du général Mohamed Hamdan Daglo dit Emeti, son ancien adjoint d'ailleurs, s'affrontent. Le conflit fait des milliers de victimes sans que l'on puisse précisément avancer un chiffre. 8,5 millions de déplacés internes ou dans les pays frontaliers. 25 millions de personnes également qui ont besoin d'aide humanitaire. Et cette semaine, Washington prévient la ville d'Al-Fasher au Darfour est, je cite, au bord d'un massacre à grande échelle. Le Darfour où 2 chauffeurs du CICR ont d'ailleurs été tués hier. On voit donc cette carte en préambule pour faire là aussi un point sur un an de conflit. État des lieux tout d'abord des forces en présence. Ziad, on assiste à une véritable fragmentation du pays avec quand même les FSR, donc du général Emeti qui gagne du terrain clairement ces derniers mois. Alors, une des problématiques du Soudan, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On a des bouts d'informations qui remontent par les humanitaires, souvent, ce qui prouve à quel point, d'ailleurs, les humanitaires sont devenus, sur ces territoires de conflit, des vraies sources d'informations pour nous qui regardons. La deuxième chose, c'est que c'est un pays immense. Là aussi, les gens ne se rendent absolument pas compte des distances que représente le Soudan. La troisième chose, c'est un conflit absolument tragique et qui n'aurait pas dû exister, qui n'a pas lieu d'être. Aucun conflit n'a véritablement lieu d'être, mais celui-là en particulier, c'est quand même une lutte fratricide entre 2 militaires qui ont mis à bas une transition démocratique pour prendre le pouvoir et qui devaient s'entendre. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont rentrés dedans.
Oui, parce qu'après la chute de Omar el-Béchir, il y a quand même eu une tentative de démocratisation de ce pays qui était quand même extrêmement notable. Et voilà. Et donc, les gens pensent que le Soudan est une espèce d'espace désertique dans lequel il n'y a aucun enjeu. Il y a des tonnes d'enjeux. Sur le plan minier, il y a de l'or. Il y a une façade sur la mer Rouge qui est stratégique. Il y a un port qui s'appelle Port Soudan qui est stratégique, qui est en face de l'Arabie Saoudite. Il y a un fleuve qui s'appelle le Nil qui est potentiellement capable d'irriguer tout ce pays et qui donne sur l'Éthiopie et qui donne sur la Corne d'Afrique. Donc toute la région se mêle de ce conflit, les pays du Golfe, les Émiratis, les Égyptiens, etc. Et donc il faut d'urgence, là aussi délaissé par toutes les puissances qui soi-disant règnent sur le monde, États-Unis, Europe, etc. Donc il faut que cette histoire... Il y a eu quand même une conférence internationale la Paris. semaine dernière qui a levé 2 milliards. Hein, c'est ça. J'attends de voir à quoi va servir. On attend de voir à quoi ça va servir, comment ça va arriver. Jean-Christophe Ziad commençait à l'évoquer, un conflit qui s'est aussi beaucoup internationalisé pour ce qui est des armes et des combattants aussi. Quelles ramifications internationales pour chacun des camps? Je pense qu'on peut parler notamment des Émirats arabes unis. Notamment parce que le général Al-Bourhan, donc, qui représente, je ne sais pas encore un peu ce qui reste d'État légitime, en tout cas a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et a demandé à ce que le cas des Émirats arabes unis soit abordé, parce qu'il y a de toute évidence, et même si les Émirats arabes unis nient farouchement, un soutien massif qui est apporté par ce régime à Hemeti, donc l'autre, je dirais le principal prédateur. Enfin, je sais bien qu'on a là deux camps qui se font face et qu'on peut renvoyer deux à dos. Je trouve que Hemeti a vraiment un bilan absolument effroyable durant sa carrière, puisqu'on sait qu'il était à la tête des milices Janjaweed, qui a commis des massacres épouvantables dans les années 90-2000. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est quelqu'un donc, qui a su construire des réseaux, qui a su construire une quasi-armée, qui est aussi puissante qu'une armée, qui s'appuie énormément sur l'or. Et on sait que Dubaï est aujourd'hui l'une des places fortes de l'or. Et en Afrique, très souvent, l'or finit à Dubaï. Dubaï, c'est les Émirats arabes unis. Et on voit bien qu'il y a des liaisons très fortes qui peuvent être comme ça créées. Donc voilà, les Émirats arabes unis sont vraiment un acteur et je pense qu'il faut le dénoncer. De l'autre côté, l'Égypte est en soutien du général Al-Bourhan. Et de fait, les Occidentaux sont plutôt absents. Alors, quand ils agissent, on dit c'est pas bien, et quand ils sont absents, on dit c'est pas bien aussi. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, c'est quel type de pression peut être exercée, alors que, comme pour la RD Congo, la population civile endure des souffrances absolument épouvantables. Que se juxtapose à cet affrontement qu'on vient de décrire, si je puis dire, des guerres dans la guerre, Patricia, avec des violences là aussi intercommunautaires qui se juxtaposent, et notamment au Darfour, où les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Tout a été un peu dit, hein, là, autour de la table, hein, en fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je peux faire un peu un point sur ce qui se passe à El Fasher, mais El Fasher, c'est la fameuse capitale du Darfour. Tous les gens qui ont fui les exactions qui durent depuis maintenant 1 an, il y a 800 000 personnes quand même qui ont fui ces exactions et qui se sont réfugiées dans cette ville qui avait déjà 1 million pratiquement d'individus. Et donc, vous pouvez vous imaginer déjà les conditions pour y vivre, parce que pour ceux qui sont allés à El Fasher comme vous et moi, j'imagine, non, enfin bref, autour, c'est pas facile de faire de la culture de blé, hein, voilà. Donc, c'est un peu sec, d'autant qu'il y a le changement climatique. Donc, toutes ces populations vivaient grâce à l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, on vient de le voir, il y a encore des gens qui se sont fait tuer, pas tout à fait dans cette région, mais qui se sont fait tuer récemment. Les camions n'arrivent plus à passer par El Fasher, n'arrive plus à atteindre pratiquement El Fasher. Il en passe un peu encore par le Tchad, parce que c'est une ville qui n'est pas loin du Tchad. Et donc, effectivement, maîtriser cette ville pour, pas Bourhan, mais pour Hemeti, donc ça serait lui assurer une porte de sortie sur le Tchad qui soutient la force de réaction. Donc, ça serait effectivement pour lui intéressant, mais prendre cette ville,
cette ville, c'est un massacre. Ça peut être un massacre. Sauf si la ville se rend, comme au temps du Moyen-Âge, où le maire va déposer les armes devant, les clés de la ville devant Emeti. Mais dans cette ville, il y a tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les tribus africaines et il y a aussi des tribus arabes. Enfin, il y a des gens de toutes origines parce que tous les villages ont fui. Et quand c'est pas les forces de réaction qui font des exactions, c'est les autres. Donc, quand vous êtes civil, vous allez dans une ville. Donc là, la situation autour est très explosive et l'ONU lance cet appel pour éviter qu'il y ait une attaque massive par bombardement. C'était même le département de d'État américain. Et les Américains qui font cette fameuse négociation qui n'aboutit toujours pas avec les Saoudiens pour trouver un plan de paix. Mais c'est toute la région qui est dedans. C'est le Tchad, c'est la République centrafricaine, c'est les Émirats, c'est la Turquie aussi. C'est la Turquie, et puis aussi c'est la Libye. Il y a même des mercenaires, il y a aussi des combattants de Russie, d'Ukraine. Voilà, et puis il y a Wagner, et puis c'est des voies de passage de traite d'êtres humains, de drogue. Enfin, c'est devenu un trou noir avec une ville d'1,8 million habitants qui risque d'être bombardée à son tour. Il y a quand même déjà 10 000 morts au Soudan depuis un an. Plus de 10 000 morts. Sans qu'on puisse précisément, évidemment, évaluer. Non, mais j'ai dit... On a quand même peu d'infos et on évalue à 1,5 million les réfugiés. Tant en Égypte qu'au Tchad. L'UNICEF sonne l'alerte, notamment sur le sort des enfants au Soudan, exposés évidemment à la famine et à la prolifération des maladies. De la guerre, ça serait causé par la guerre. Voilà, et des violences aussi sexuelles présumées, là aussi, dont on ne connaît pas l'ampleur. Mais si on devait conclure, la solution réside entre ces deux hommes. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a une part de complexité, de violence, etc. Mais aujourd'hui, il y a deux généraux qu'il faut mettre autour d'une table, leur serrer le bras et les faire signer en bas d'une feuille. Alors les intermédiaires, en fait, dans les discussions, servent leurs propres intérêts et ne servent pas l'intérêt du Soudan. Éric, des dessins. Alors, difficile, impossible d'ailleurs, de faire rire sur ce sujet. Les dessins que je vous ai apportés, les deux premiers sont, je les trouve, très beaux et très pudiques. Le premier, qui vient de Cuba, du dessinateur Ramsès, alerte précisément sur ce qui risque très fortement de se passer à El Fasher. Alors, la symbolique du livre, je ne sais pas si Ramsès l'a utilisé parce que c'est un livre d'histoire et que l'histoire semble se répéter pour le Darfour. En tout cas, un dessin, je trouve, très simple, muet, mais très fort. Autre dessin, tout aussi muet, mais tout aussi éloquent, qui nous vient d'Arabie Saoudite, cette fois-ci, d'Amin Al-Abara. Donc là aussi, qui se passerait presque de commentaires. Donc là, qui parle plus de ce qu'évoquait à l'instant Ziad et cette confrontation quasi viriliste entre les deux généraux. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, est-ce que c'est intentionnel, je ne sais pas, c'est le regard un peu blasé du personnage, du Soudanais, qui semble déjà avoir vu ça. Alors, est-ce que, là aussi, comme dans le premier, c'est l'histoire qui se répète, mais en tout cas, encore une fois, un dessin très, très fort. Et le dernier, une petite tentative d'humour noir française, évidemment, du dessinateur La Serpe, où l'on voit un Soudanais, alors est-ce que c'est un Soudanais d'El Fasher, on ne sait pas, mais qui semble appeler à l'aide, eh oh, eh oh, et un des miliciens, un des militaires, une des factions en cours, qui lui répond c'est pas assez haut, je vais peut-être aller en tuer quelques-uns de plus. Donc un humour noir qui dit beaucoup sur le... Les glaces. Voilà. Merci Éric. Dernier thème d'une semaine dans le monde. Ce soir, on va revenir aussi sur ces manifestations anti-gouvernementales et pro-Union européenne en Géorgie. Depuis plus de 3 semaines maintenant, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent devant le Parlement à Tbilissi pour protester contre le projet de loi controversé dit sur l'influence étrangère. Adopté d'ailleurs en 2e lecture cette semaine, une 3e lecture est prévue. Et si cette loi est définitivement adoptée, elle exigera de toute ONG ou tout média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger qu'il s'enregistre en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Écoutez à ce sujet la réaction d'un manifestant, c'était hier soir à Tbilissi. Notre gouvernement veut adopter cette loi et gouverner le pays comme Poutine. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Ils nous frappent, nous empoisonnent avec leur gaz lacrymogène, mais nous n'arrêterons pas.
Jean-Christophe, les détracteurs de cette loi l'appellent à juste titre. D'ailleurs, la loi russe, le texte est effectivement calqué sur une loi de 2012 en Russie qui a depuis permis d'éliminer la quasi-totalité des voix dissidentes et de la société civile. Oui, et donc la révolte de la société civile géorgienne qu'on voit, je pense indique que la Géorgie est un peu un carrefour, et soit finalement cette loi arrive à passer et la Géorgie prend un peu le chemin de ce qu'est aujourd'hui la Biélorussie, c'est-à-dire un pays qui est vraiment une sorte de pays frère, disent les Russes, en parlant dit Poutine en parlant de la Biélorussie, mais donc il y a un pays qui est vraiment inféodé à Moscou et qui n'a pas de marge de manœuvre en termes diplomatiques et militaires, ou alors si les manifestants arrivent à renverser le cours des choses et à stopper l'adoption de cette loi, la Géorgie prendra peut-être le chemin de l'Ukraine, puisque là, évidemment, ces images nous évoquent tous l'Euromaïdan, donc les manifestations de 2014 qui avaient conduit à l'éviction d'un président pro-russe. Et ça a été le début finalement de la marche finalement de l'Ukraine vers l'Union européenne. Donc on sent que ce moment effectivement est assez crucial pour les Géorgiens aujourd'hui. Patricia, beaucoup font effectivement la comparaison avec l'Ukraine et la Biélorussie. L'Ukraine, donc, pour des raisons différentes, c'est effectivement un moment charnière aujourd'hui pour la Géorgie et puis ce déchirement au sein de la société. Alors oui, et cette comparaison vaut aussi parce que dans les deux cas, avant Maïdan, il y avait un oligarque, et là, derrière, il y a encore un oligarque. Yanukovych, qui a fait toute sa fortune en Russie, qui est le fondateur du parti au pouvoir, Chœur géorgien, Chœur géorgien, qui a fait donc toute sa fortune en Russie, qui a créé ce parti, et qui, chaque fois qu'on s'approche d'élections, revient, il abandonne le pouvoir. Au bout, il a été Premier ministre pendant 1 an et demi, puis après, il a laissé ses hommes Donc, chaque fois, il se met en recul. Et chaque fois, il revient quand il y a un enjeu. Et là, il y a un enjeu parce qu'il y a les élections qui s'approchent. Là, vous parliez du milliardaire Ivanishvili. Mais oui, vous avez dit Yanukovych. Ah, excusez-moi, Ivanishvili. Voilà. Donc Yanukovych, juste pour resituer, donc c'était pour l'Ukraine. Et donc là, vous parliez du milliardaire Bidzina Ivanishvili, président donc, honoraire du Rêve géorgien, qui est le véritable homme fort du pays. Et donc, c'est lui l'homme fort du pays. Et donc, cet homme, toute la question est de savoir si aujourd'hui, il est totalement entre les mains de Moscou et s'il fait le jeu effectivement de Moscou. Et pour que la Géorgie devienne finalement une Ukraine bis ou une Biélorussie. Ça, c'est la question qui se pose. Mais l'autre question qui se pose, c'est qu'il y a un paradoxe. 70% de la population est plutôt favorable à l'Europe. Enfin, tout dépend des sondages, donc on va pas 70, 80, voilà. Et par contre, le premier parti dans les sondages qui arrive en tête devant tous les autres, eh bien, c'est le parti au pouvoir. Donc là, on a un paradoxe. S'il y avait des élections, évidemment, aujourd'hui, eh bien, ça serait le parti au pouvoir qui a encore toutes les chances de l'emporter. Donc il y a une espèce de hiatus entre cette aspiration à l'Europe et donc le chef du parti, ou le chef honorifique du parti au pouvoir, dont je ne redirai pas le nom, puisqu'apparemment, Bidzina Ivanishvili. Je ne redirai pas le nom. Eh bien, lui, il incarne finalement cette dualité, il fait du en même temps, parce qu'encore il y a quelques jours, il disait « je suis favorable à l'entrée de la Géorgie dans l'Europe, mais en même temps je veux cette loi qui est totalement pro-russe ». Alors il a fait effectivement du en même temps pendant très longtemps, mais il y a eu quand même, Ziad, ce discours mais il y a quelques jours, donc le 29 avril, dans lequel, je le cite, il accuse directement les Occidentaux de vouloir installer dans le pays, je cite, un régime d'agents, et puis il décline toute une diatribe conspirationniste qu'on aurait pu entendre dans la bouche de Vladimir Poutine. Là aussi, c'est un tournant. Mais qu'on entend aussi dans certains partis au pouvoir en Europe dites de l'Union. Je veux dire, c'est pas un discours complètement... ils sont pas solitaires dans ce type de discours. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre... j'ose pas dire à la place de ces gens-là en Géorgie, mais ils ont un voisin extrêmement puissant et extrêmement impérialiste et extrêmement soucieux de maintenir une sphère d'influence au risque
d'intervenir. Si mes souvenirs sont bons, il y a une région de la Géorgie qui a été mise en espèce d'autonomie. L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, donc ils constituent 20% du territoire. Ils ont quand même un risque, j'allais dire, existentiel à leur porte, et c'est pas négligeable. Et peut-être que certains hommes politiques essaient de jouer, on a parlé de la chèvre et du chou tout à l'heure, essaient de jouer un peu les deux. Moi, ce qui me frappe, c'est la jeunesse des gens qui se bagarrent. Et c'est les images qu'on a vues au début de l'émission sur les campus. Et c'est les images qu'on voit dans les manifestations sur le changement climatique. Et c'est donc tous ces jeunes gens, hommes et femmes, ils sont foncièrement européens. Et je suis sûr que ce n'est pas eux qui votent pour le parti au pouvoir ou le parti qui va peut-être gagner les élections, qui doit s'appuyer sur probablement des électeurs plus ruraux, plus conservateurs, plus âgés. Donc il y a vraiment des ruptures profondes. Et c'est le problème de Moscou. Le problème de Moscou, c'est que tous les jeunes de ces pays, de sa sphère d'influence, de cette jeunesse de sa sphère d'influence, veulent l'Europe. Ils ne veulent pas le modèle russe. Ils ne veulent pas Vladimir. 70%. 70%. C'est la même chose en Ukraine. C'est la même chose en Biélorussie, si on ne les avait pas tous mis en tôle. C'est la même chose dans les républiques d'Asie centrale, si elles n'étaient pas soumises à des dictatures qui essaient aussi de trouver un équilibre. Donc c'est ça le vrai problème de la Russie. C'est comment pouvoir persuader, sauf par la force, son ancien empire de rester dans la sphère d'influence. Alors que le modèle européen, qui nous, on est totalement blasés. Alors, il faut aller voter, c'est trop compliqué, l'extrême droite est à 30%. Mais on ne se rend plus compte de tout ça. Alors que ces gens-là, eux, ils s'en rendent compte tous les jours parce qu'ils sont confrontés à une forme d'impérialisme et une tentative de les subjuguer et que le modèle européen, démocratie sociale, ça reste un modèle. Jean-Christophe, ce texte est donc passé en deuxième lecture cette semaine. Il y a une troisième lecture à venir. La présidente pro-Union européenne, Salomé Zourabichvili, a déjà dit qu'elle mettrait son veto, mais on le sait, le Parlement peut passer outre ce veto. Elle le dit, Vladimir Poutine veut arrêter la Géorgie sur sa voie européenne. C'est effectivement ce qui risque de se passer ? L'histoire n'est jamais écrite et quand on voit ce mouvement de jeunesse, si le mouvement s'étend, si le mouvement perdure, là encore, l'exemple du Maïdan est particulièrement parlant. Puisque après une confrontation, une période de face-à-face finalement entre la jeunesse ukrainienne et les forces de police, il y a eu même un épisode meurtrier hyper violent. Et finalement, le parti, les députés qui étaient proches du dirigeant pro-Poutine ont fini par basculer du côté de la population. Et à un moment, la loi, donc voilà, Yanukovych, donc le fameux, est parti en Russie parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Donc quand on voit ce mouvement de jeunesse en Géorgie, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est vraiment les Géorgiens qui ont leur clé en main. Parce que finalement, de même que ce qu'on disait tout à l'heure sur le Soudan, les Occidentaux ne peuvent pas faire grand-chose au Soudan, ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus en Géorgie. Ils peuvent faire des déclarations, mais c'est quand même loin de l'Europe. Et donc, c'est vraiment, on ne va pas envoyer des troupes, on ne va pas... il y a eu quand même beaucoup de condamnations. Mais bien sûr, mais donc verbalement, il y a un soutien extrêmement fort. Et il y a vraiment une proximité, effectivement, entre les dirigeants européens et cette jeunesse et la présidente Zourabichvili, qui est effectivement tout à fait pro-européenne. Donc, il y a de nombreuses passerelles, de nombreux échanges, de l'aide, effectivement, qui arrive financière. Mais concrètement, c'est le moment où les Géorgiens doivent décider de leur avenir. Éric, les dessins sur la Géorgie. Alors, pour finir, j'ai deux dessins. Un qui nous vient des Pays-Bas sous la forme d'une carte postale. Carte postale a priori assez champêtre, qui nous vient de Géorgie. Champêtre et idyllique, où on voit néanmoins des petites pastilles sur tous les personnages, sur les 4 pastilles, là. Foreign agent, agent de l'étranger. Et donc c'est effectivement une carte postale qui montre ou qui semble indiquer que l'œil et la main de Moscou est déjà partout et risque de le rester. Et un second dessin, un dernier dessin pour conclure cette séquence. Et j'ai choisi un dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski, qui était aux premières loges en 2014 lors de la révolution de la dignité, lors de la création de la Crimée, de l'annexion de la Crimée également, et qui semble dire que ce carrefour dont Jean-Christophe parlait tout à l'heure risque d'aller
plutôt dans le sens d'une ukrainisation de la situation de la Géorgie, en tout cas une rupture nette avec le peuple, grâce aux jeunes, entre la Géorgie et Moscou. Merci beaucoup Éric de nous avoir présenté tous ces dessins ce soir. Merci Jean-Christophe, Patricia et Ziad d'avoir participé à Une semaine dans le monde ce soir. C'est la fin de cette émission, à retrouver aussi sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24, on fait un point complet sur l'actualité dans quelques minutes.